pas mauvais, c'était très mauvais. Voilà, exactement. Reprenons. T'as pas une gueule de porte-bonheur. Vous savez, les avis, c'est comme les trous du cul. Tout le monde en a un. Bienvenue tout le monde à After Eight, épisode 47. After Eight, c'est le talk show qui déconstruit la pop culture. On y parle de tout, ciné, comics, séries, bouquins. Et cette fois-ci, on va parler plus précisément de Blade Runner 2049, qui fait vraiment l'actu. Je suis Daniel Andreev, et à mes côtés, j'ai deux haters professionnels. Ouais, pas un, mais deux. J'ai, du côté de LA, Benjamin François. Salut Daniel, salut les auditeurs. Et évidemment, le troisième mousquetaire de l'équipe, à savoir Stéphane Boulet, LS Plugin Papa. Bonjour tout le monde, bonjour Benjamin, bonjour Daniel. Toi, dès qu'on te dit qu'il faut parler de Blade Runner, tu viens quoi. Bah oui, je suis d'ailleurs même allé faire un tour sur la radio Le Move pour en parler, tu vois, donc voilà, comme quoi je peux pas m'en empêcher. Ah voilà. Ouais, putain, je savais pas. On sent bourgeoise. Ouais, t'as vu ça Non mais c'est le signe que tu deviens un apparatchik quoi. C'est ça, exactement. Tu es englouti par le système, ça y est. C'est un bobo de Savoie quoi. Un bobo de Savoie. Et c'est les pires ceux-là, c'est les pires. C'est les mecs, ils prennent de la raclette, oui, mais de la raclette premium. Oh là là. Juste un mot avant de commencer avec vos actus respectives. Je vais juste dire un mot. Il y a des gens qui ont dit qu'After Eight n'était pas un rendez-vous de hate, mais un rendez-vous de Death Note, puisqu'on annonce des trucs horribles au fur et à mesure de l'actualité et qui se révèlent vrais. Enfin, pas qu'on les annonce, mais on en parle quoi. Et je pense par exemple l'épisode précédent, Quix nous a parlé malheureusement de Tom Petty. Et je vais en reparler, sache-le. Et deux semaines d'avant, j'ai parlé de Las Vegas et en même temps, dans le même épisode, de la manière dont il gère le port d'armes et qui m'avait choqué à l'époque, il y a un mois. Et l'actualité nous a rattrapés. Donc non, rassurez-vous. On va peut-être parler de Donald Trump et du cancer des testicules à cette émission, en espérant que ça serve à quelque chose quand même. Puis Dieu t'entendre, le Tout-Puissant. Bon. Trêve de blague, nous ne sommes pas un Death Note. Tu vas nous parler d'Oasis, je crois. Alors non, je vais parler de Liam Gallagher, mais je vais pas parler que de ça. Mais d'accord. Bon, alors vas-y, lance-toi. Bon, bah je commence alors. Ceux qui me suivent sur Twitter ou Instagram le savent, hier j'étais à Caljam. Et qu'est-ce que c'est que Caljam ? Caljam, déjà, c'était un festival qui existait dans les années 70, mais c'est un festival qui n'a pas survécu pendant 40 ans, mais qui a été ressuscité. Et qui a été ressuscité par qui, je vous le donne en mille ? Par David Chaussure, à savoir Dave Grohl, et Josh Homme, son camarade de toujours, puisque les deux compères ont tous les deux sorti un album le mois dernier. Et ils voulaient faire une sorte de teuf pour fêter la sortie de leurs albums. Et comme les mecs, c'est pas les derniers des fêtards, ils se sont dit, on va juste monter un festival. Donc, ils ont monté un festival, ils ont invité leurs copains. Et donc, avec eux, il y avait Cage the Elephant, il y avait The Kills, il y avait Royal Blood, et il y avait Liam Gallagher, entre autres. Et donc, le festival, déjà, c'était vachement bien. Ça se passait au Glen Ellen Amphitheater, qui est un amphithéâtre naturel à ciel ouvert dans l'est de Los Angeles, il y a 1 heure de route à peu près. Il y avait plein de trucs super chouettes, il y avait des manèges, il y avait une piscine, il y avait des toboggans, il y avait des super stands de bouffe avec du barbecue, il y avait le musée Foo Fighters du rock'n'roll qui était rempli de ce qu'on appelle le Foo Fighters Memorabilia, avec vraiment plein de trucs pour les fans, genre les premières cassettes de démo que Dave Grohl avait envoyées aux maisons de disques à l'époque, des guitares, j'en ai notamment une qu'il avait depuis l'époque Nirvana, mais vraiment plein de trucs super sympas, pour les fans évidemment, c'est vraiment du fan service total. Et puis voilà, il y a eu des groupes plutôt sympas qui ont joué. Alors, Royal Blood en concert, c'est toujours très chouette, ça dépote toujours autant, il y a toujours une bonne énergie. Ensuite, après, il y a eu Liam Gallagher, et Liam Gallagher, allez, je vais faire mon petit aparté sur Oasis. Alors, c'est pas seulement une question de goût, c'est-à-dire que j'ai jamais aimé la musique d'Oasis, mais je me dis, les mecs, ils ont rempli des stades pendant des années, c'est que, quelque part, ils doivent quand même, voilà, quoi, ils savent faire un truc. Et tu as chanté du Oasis à un karaoké il y a pas si longtemps, je te rappelle. Écoute, j'étais ivre oui, et mort, en disant, je m'en souviens plus. en disant, j'aime pas, mais il l'a chanté quand même. Ça, c'est pas impossible. Liam Gallagher, en fait, le problème que j'ai avec ce mec-là, c'est que
c'est un immense connard et que tu sens bien que dans le duo entre Noël et Liam, le mec qui avait du talent c'était Noël, parce que Liam franchement, bon ok il chante mais déjà il a commencé son concert 10 minutes en retard, il a terminé 5 minutes en avance, genre il voulait faire un set de 45 minutes et pas d'une heure, tu vois. Il a commencé en chantant faux les 3 premières chansons, tu te dis putain mec, au secours quoi. Bon après un hommage à Avril Lavigne, sans doute. Après ça s'est un peu arrangé, mais tu vois, je trouve que en fait le problème que j'ai avec Oasis, c'est que c'est des mecs qui ont chié sur leur public pendant des années. Et le public en a redemandé, quoi. Et tu te dis, mais putain, les gars, quoi, vous êtes dans une relation abusive avec un groupe, enfin, c'est comme un syndrome de Stockholm, où les gars, entre annulation de concerts, trucs expédiés, insultes, ou même baston avec leur public, enfin, les gars, c'est le manque total de respect avec leur audience. Tu sais que là, j'ai essayé de les voir une fois sur scène, bah, c'était Rock en scène. C'est la fois où ils ont annulé, c'est ça? C'est la fois où ils ont annulé parce qu'ils ont splitté. Ils sont cartonnés. Ouais, ils ont splitté et ils sont plus jamais remis ensemble. Et alors, c'est pas en fait, c'est toi le Death Note, Daniel. Oui, et alors c'est lui le point commun entre tout, en fait. Oui, les c'est mecs, ça, exactement. Les mecs, la précédente fois que je suis allé à Rock en scène, c'était pas pour Oasis, c'était pour voir, merde, j'ai un trou de mémoire maintenant, Ils ont disparu depuis aussi? Amy Winehouse. Oh putain, mais bah voilà, c'est toi. Mais oui, c'est genre vraiment, j'ai pas eu de bol. Hein. Attends, rappelle-moi, Daniel, t'es au mariage de qui récemment? J'essaie de me souvenir. Il y a un truc. Ah, je sais pas. Un des derniers concerts que j'ai fait, c'est Phil Collins. Ah bah là, c'est chaud. C'est chaud pour vraiment Ah, les condoléances banques aux fans suisses de Phil commencent Collins. doucement à suer là. Mais donc bref, voilà, donc le set de Liam C'est Gallagher, moche. c'était naze. Bon après il a chanté quasiment que du Oasis, parce que je sais même pas s'il a enregistré un truc solo depuis, mais après je n'aimant pas leur musique, je suis pas spécialiste, mais j'ai quand même reconnu certaines chansons, donc je me suis dit voilà, bon là c'est du Oasis, c'est clair. Ensuite, il y avait Catch the Elephant, dont je pensais pas grand chose à la base, et puis en fait en concert c'est super chouette. À la radio, les morceaux que je connaissais étaient bon, un peu sympas sans plus, donc j'en attends vraiment rien. Déjà, ils ont commencé avec une cover de Tom Petty, donc voilà, j'avais dit qu'on allait en reparler. C'était évident qu'il allait y avoir des hommages divers et variés à Tom Petty, tellement il a influencé les chanteurs ici, et les groupes ici. Et donc ils ont fait une cover de Mary Jane, qui est une de ses chansons les plus connues, et qui était très très bien. Et Catch the Elephant en concert, c'est sympathique, ne serait-ce que pour le chanteur qui est complètement cinglé, qui a commencé son concert en costard et qui l'a terminé en slip. Donc régulièrement il perdait des morceaux de vêtements, le type se bouge sur scène, il a une énergie de fou furieux et c'est vraiment très chouette. Et donc c'était vraiment la surprise découverte un peu, parce que voilà, c'est un groupe qui est sympathique à la radio, mais en concert ça a vraiment de la patate. Et puis ensuite il y a eu quand même les gros morceaux, donc Queens of the Stone Age d'abord. Un set impeccable, un Josh super content d'être là, où on le sentait vraiment, tu sentais qu'il était chez lui et ça lui faisait plaisir d'être là. Et puis les Foo Fighters, impériaux, royaux, formidables, extraordinaires. Enfin, qu'est-ce que je vous dise, les Foo Fighters en concert, c'est quelque chose quoi. Et tu sens que papa est tout triste quand tu racontes. Ah mais je me doute, parce je que te déteste, Benjamin. C'était vraiment. Je te hais de toute mon âme. En fait, on t'a invité juste pour que tu. Voilà, non mais After Eight, voilà, bah c'est ça, c'est de la hate. Pour le fan des Foos et des Queens, c'était vraiment fantastique. Et puis la ferveur que peut avoir le public, parce que les concerts aux États-Unis, c'est quand même autre chose. Faut savoir qu'il y a personne qui chante en yaourt et tout le monde connaît toutes les paroles, donc tu te fais vite cramer si t'es en train de chanter en yaourt en prétendant connaître les paroles dans les concerts. Mais tu vois, un concert des Foo Fighters, c'est 2h30. Je fais pas de concert aux États-Unis. C'est 2h30 où tout le monde chante et tout le monde connaît toutes les paroles par cœur, donc c'est génial quoi. T'as vraiment une ambiance, une ferveur qui est assez incroyable. Il a invité. Alors j'aimerais bien aller voir ce public américain à un concert de Michel Sardou, moi, hein, tu vois, voir s'il faut autant les malins. Alors, je vais vous parler du dernier concert que j'ai fait, c'est mon actu. Je suis allé voir Sigur Rós, et alors personne ne chantait. Personne chantait dans leur langue imaginaire. Parce que l'islandais est pas très maîtrisé. Mais c'est pas de l'islandais, Daniel, c'est une langue qu'ils ont inventée. Oui, pardon, enfin c'est encore pire. C'est un peu comme l'islandais, hein, ils doivent être autant à la parler finalement. Leur islandais, entre guillemets. Ça doit pas être une grosse différence pour nous. Et alors, par contre, tu parlais de bête de scène, Sigur Rós, ils te jouent le MPEG 3 et ils ont aucune forme de communication avec toi. C'est-à-dire, ils auraient pu faire le concert dans leur chambre, ça aurait rien changé. Ah bah ils devaient pas être. Je pense d'ailleurs qu'ils étaient en fait c'était plutôt bien, hein, ça c'est une bonne communication avec le public, donc ça doit dépendre des fois. Hein. Ouais, ils savaient qu'il y avait Daniel Lasselle, donc ils se sont dit ouais, ils se faire chier, quoi. Si on fait les cons, de toute façon on va crever bientôt. D'ailleurs, ils le chantaient un peu sur cet air-là. Hein. Putain, on va mourir, il est là, chier.
Bon, et moi, j'ai pas terminé avec Oasis quand même. Parce que papa, il a envie de parler d'un... Ouais, non, j'ai pas terminé avec Liam Gallagher, parce qu'il faut quand même raconter que voilà, pendant le concert des Foo Fighters, il a fait monter Alison Moss des Kills sur scène pour chanter avec lui, puisque elle est aussi sur l'album. Qu'à un moment, il fait venir Joe Perry d'Aerosmith, parce que voilà, pourquoi pas. Quand pendant My Hero, il y a eu un hommage à Tom Petty, bien sûr. Et il a rickrollé tout le public en faisant monter Rick Astley sur scène, en commençant à prétendre jouer Smash Teen Spirit et en faisant Never Gonna Give You Up. Et puis il y a eu une toute dernière chanson quand Joe Perry était encore sur scène. Et là ils disent attendez, il nous faut un mec supplémentaire. Il est où? Et là on attend. Bah alors bon, on commence sans lui, on attend. Et puis voilà, le v'là qui débarque après 2 minutes. Liam Gallagher, complètement torché, arrive sur scène. Parce que on allait faire et ça y est, j'ai un trou de mémoire, on allait faire une chanson des Beatles et donc ils se sont dit on a un Britannique sur scène, voilà, c'était Come Together. On a un Britannique sur scène, on va s'en servir. Et Liam Gallagher, tu sens qu'il avait jamais répété le morceau, qu'il le connaissait pas. Il s'est pointé, il a fait illusion pendant 15-30 secondes. Tu t'es dit OK, il est en train de rattraper son set pourri qu'il a fait avant. OK, je vais lui pardonner. Et là il stole, il a oublié que après le premier couplet, en fait, le refrain démarre pas. Il y a un deuxième couplet et c'est ensuite que le refrain démarre. Et là, t'avais l'impression de voir un mec bourré à un karaoké qui lance le mauvais truc au mauvais moment, tu vois. Il balance la phrase, la musique part sans lui, et là, il se rend compte de sa connerie. Et là, tu te rends compte qu'en fait, il lisait les paroles sur un papier qui était scotché devant lui, quoi. Et là, tu te dis, mais putain, mais quel est tronc, ce mec! Et voilà. Et je voulais conclure tout ça en disant que, voilà, c'était un formidable festival. Et que pendant tout le set de Liam Gallagher et en le voyant se toller sur Come Together à la fin, ça m'a rappelé une certaine presse qui aime chier sur les Foo Fighters depuis 25 ans en disant que le groupe sert à rien et que ils ont jamais inventé la poudre, ce qui est vrai, hein, ils ont jamais rien inventé, mais les mecs ils remplissent des stades depuis 25 ans dans le monde entier. Et à côté de ça, c'est la même presse qui se branle sur Oasis en espérant encore que les mecs reviennent, alors que putain, mais c'est des étrons, quoi. Laisse la presse en paix. Papa, quel est ton actu? Oui, parce que Daniel, il veut continuer à avoir des piges, tu vois, donc faut pas qu'on se fasse des ennemis avec ces gens-là. Moi, j'aimerais bien qu'on soit cohérent, hein. On peut aimer Oasis, j'ai pas de problème avec ça, mais derrière, quand c'est pour chier sur les Foo Fighters, alors que les gars, je veux dire, ils seraient plus là s'ils étaient si mauvais que ça, quoi. Enfin, bref. Le pauvre Gallagher, il s'est pris un Wonderwall, là, par ta gueule. Allez, à toi, papa. On va rester dans la musique parce que moi finalement j'ai rien d'aussi excitant que d'aller voir Liam Gallagher chanter mal à côté de Dave Grohl. Mais je poursuis ma carrière tardive de batteur. La dernière fois que j'en avais parlé, j'étais sur Highway to Hell et puis du coup maintenant j'ai ajouté d'autres morceaux à ma Pléiade et je suis toujours très content de jouer de la batterie, même si je pense que mes voisins sont un peu moins contents. Mais dis-moi que tu joues In the Air Tonight parce que tu es Phil Collins, tu es le Phil Collins de la Savoie. Jamais je ne jouerai de Phil Collins, tu vois. Alors là, genre jamais. Non, je suis sur en ce moment, je suis sur For Whom the Bell Tolls de Metallica et Back in Black d'ACDC. Et voilà, je suis très content de moi, malgré tout. Bah écoute, c'est à toi qui va faire le prochain jingle du prochain projet voilà, c'est ça, exactement. du Robotics Podcast Universe. Et du côté, c'est bon, c'est tout? Ah, c'est tout. Ok. Moi j'ai fait extra long, donc il a fait extra court. Ouais. Tu vois, on se complète. Mon seul problème, c'est que j'avais mis beaucoup de soin à mettre sur pied ce petit jeu pour McLean. Vous avez caché un plan bien huilé. Ouais. Et bah, puisqu'il est si bien huilé, ton plan, tu sais où tu peux te le carrer. Blade Runner 2049. On l'avait classé pas si bas dans nos attentes, puisque on est assez client en général de Denis Villeneuve. Tout à fait. Et du coup, c'est pour ça aussi que papa a fait le déplacement et que maintenant il enregistre avec nous. Et je vais tout de suite vous demander, papa, dis-moi, qu'est-ce que t'en as pensé? Tout de suite, sans spoiler du tout, écoute, j'ai, je pense, beaucoup aimé. Et principalement parce que ça reste un film de Denis Villeneuve, malgré tout le poids de ce que ça pourrait représenter de faire une suite à Blade Runner. Et voilà, il a fait son film, j'ai été conquis. Toi, Benjamin?
Alors moi j'ai beaucoup aimé, j'avais un peu peur de pas comprendre parce que j'avais vu que le premier et j'avais pas vu les 2047 suites d'après, mais j'ai trouvé ça vachement bien. Et ça reste, j'ai trouvé que oui, comme dit papa, ça reste un film de Denis Villeneuve, mais ça respecte vraiment l'esprit du premier et ça étend l'univers et non, c'est très très bien fait. Et alors qu'est-ce que c'est beau. Alors, moi, je vais être un peu l'avocat du diable, parce que j'ai modérément, je sais pas comment me situer, c'est un film je lui vois des qualités vraiment, alors j'allais dire objectives, non, c'est pas évidemment rien d'objectif là-dedans, mais genre la photo de Dickens, qui est un mec, un nom qu'on cite à peu près à tous les épisodes de Super Ciné Battle. Voilà, dès qu'on peut placer placer Roger Dickens dans une discussion, on le fait. Voilà, puisque c'est le mec le plus injustement boudé par la profession, alors que ce mec a fait la photo de 8 milliards de films qui sont vos préférés, je le sais. Les frères Cohen, même les Villeneuve. Enfin, c'est un régulier. C'est un des plus grands directeurs de la photo qui existent aujourd'hui. Et d'expérience. Et voilà. Et donc, je trouve que sa photo est vraiment réussie parce qu'ils ont essayé de faire quelque chose de différent. Oui, il a fait la photo des Évadés, qui est un de vos films préférés d'ailleurs. Ouais, mais bon. Écoute, il faut bien manger. C'est pas, on va dire que c'est pas à cause de la photo que vous en voulez aux Évadés. Exactement. Et tu sens que le travail était fait pour que ça ressemble pas trop en fait. C'est-à-dire que là où Blade Runner l'original était très foisonnant, là c'est presque épuré je trouve par endroits. Il y a des moments où tu sais presque pas où ça se trouve. Hein. Je pense et là à partir de maintenant on peut dire qu'on va spoiler donc si vous n'avez pas encore vu le film, ouais, faut s'arrêter là. Alert. Passez au reco direct. Il y a des endroits qui sont vraiment indéfinis dans genre quand ils montrent Los Angeles, tu te dis est-ce que c'est vraiment Los Angeles, tu n'y crois pas vraiment. La dernière baston qui est dans l'eau et en fait tu comprends pas du tout où ça se trouve. Bah si. Du coup non, moi bah attends, t'as dormi pendant le film parce que t'as un plan très clair qui montre exactement où c'est cet endroit. Mec, c'est au bord d'une plage, mais c'est mal éclairé. Enfin, c'est pas mal éclairé, mais c'est éclairé. Ah non, mais je peux te le dire. Je peux te le dire, Daniel. Alors, c'est très simple. Il y a un immense mur qui est sûrement là à cause du réchauffement climatique et au fait que sinon les océans auraient recouvert, auraient complètement englouti la ville. Des murs, toi? Ouais, bah oui, tu sais bien. Et tu le vois à un moment quand il est en train de s'envoler justement pour aller jusqu'à l'orphelinat. Il passe par-dessus à l'allée. Il passe au-dessus à l'allée et tu vois que t'as un mur qui laisse passer un peu d'eau, donc il laisse passer quelques vagues et tu vois que la plage elle a été bétonnée justement pour réussir à retenir l'eau au maximum et donc t'as comme une espèce d'immense mur qui fait un peu office de barrage mais qui laisse passer un peu d'eau histoire que la pression soit moindre et donc c'est là que ça se passe à la fin. Et de ça tu le vois au milieu du film. En fait... Non, bah alors du coup moi j'avais pas du tout j'avais des problèmes vraiment pour parce qu'en fait même ils le disent dans le dialogue dans la poursuite ils disent faites demi-tour ramenez-nous à Los Angeles. Ouais, non, et donc ils font demi-tour et ils se retrouvent sur ce mur qui effectivement sépare Los Angeles de l'océan. Alors c'est très particulier parce que en fait mon avis change régulièrement sur ce film. Je pense par exemple à Harrison Ford, tu vois, par exemple Harrison Ford qui a il joue comme une vieille dame quoi et alors c'est un vieux monsieur. Oui et surtout on a l'impression il joue bien le mec qu'on est en train de déranger et je pense que ça a été tourné chez lui en fait tout ça et bah je veux le même appart alors du coup. Ouais non mais clairement tu sais Harrison Ford hein, mais c'est clairement ça a été tourné chez lui, on a l'impression qu'on le dérange. Oui mais alors justement pour moi en fait ça fait partie aussi des trucs, c'est que au bout d'un moment Harrison Ford c'est un vieux monsieur, d'accord, il joue le rôle d'un type qui a été traqué toute sa vie et qui a vieilli tout seul dans son coin en étant acariâtre. Bah oui, moi ça m'aurait dérangé d'avoir un type tout botoxé qui vienne avec un sourire et qui te fasse des pas de danse quoi. Est-ce qu'il a pas l'air plus est-ce que d'après toi est-ce qu'il a pas l'air plus moi je le pense hein. Il est beaucoup plus impliqué que dans Star Wars. Il a l'air plus impliqué que dans le premier Blade Runner. Ah non, alors je suis pas sûr parce que le premier Blade Runner, je pense qu'il Ah non, je pense pas non. Je pense que le premier Blade Runner la manière dont il était pas d'accord sur le film avec Ridley Ouais, mais je pense que dans le premier Blade Runner, il a fait ce choix sciemment aussi parce que justement c'était à l'époque où il était Indiana Jones, il était les Han Solo, il était tout ça. Je pense que c'était un choix après qu'il y a eu des tensions avec l'ordinateur, c'est une chose, mais je pense qu'il était impliqué dans son rôle et même de toute façon moi je trouve que dans le premier, il joue parfaitement ce personnage post Humphrey Bogart de film noir quoi. Enfin, je trouve qu'il est pile dans le ton. Et
Là, il fait plus papy en jean Levi's. Bah oui, mais c'est ce qu'il est. Et t-shirt Uniqlo, quoi. Mais c'est ce qu'il est, en fait. Enfin, du coup, moi, je trouve qu'il y a, ça me dérange pas tant parce que finalement, effectivement, on oublie que c'est un mec de pratiquement 70 balais, je crois. Donc, voilà, il est plus vieux que mon père, donc, je vois mon père, je vois Harrison Ford, je fais, ok, d'accord. Oui, c'est cohérent, quoi. Je vois mon père, je vois Harrison Ford. Je vais défendre l'avis de Daniel sur un truc. Je suis d'accord au niveau de la caractérisation de la ville. Je trouve que la ville est vachement moins vivante que dans le premier. Tu la sens vraiment vachement plus décrépite, plus sombre. Il y a moins de trucs. Enfin, la ville a moins d'importance que dans le premier, je trouve. Beaucoup moins. Mais alors, beaucoup moins mise en avant. C'est ce que j'allais dire. C'est peut-être pour moi la première qualité, parce que c'est pas la seule, mais la première qualité, c'est que il réussit vraiment à se détacher du premier. C'est-à-dire que tu sens que c'est quelqu'un qui a beaucoup regardé Blade Runner, qui a beaucoup étudié, et qui s'est dit, ok, je vais pas tomber dans le piège de faire la même chose, mais en mieux ou en différent au choix. Enfin, et que justement, la ville n'est plus un personnage, contrairement au premier Blade Runner. Et même tu vois cette espèce d'obsession d'avoir des endroits suréclairés. Notamment les séquences à Las Vegas et les choses comme ça. Enfin, t'as vraiment un rapport à l'urbanité qui est vraiment complètement ignorant. Tu sens qu'il a voulu se détacher de ça parce que quelque part il savait que c'était pas là-dessus, enfin il pouvait pas concurrencer le premier Blade Runner là-dessus en fait. Et tout le film, à mon sens, est construit sur cette intelligence de ok, je sais que je fais une suite à Blade Runner, je sais que je vais forcément être comparé, et du coup, ça sert à rien que j'aille chasser sur les mêmes terres, voilà. Et t'as plein d'éléments comme ça, et pour moi, la ville, effectivement, elle est beaucoup moins prégnante, et comme dit, c'est plus un personnage, c'est vraiment un décor pour le coup, mais en même temps, je trouve que ça sert le film, c'est-à-dire que du coup, ça te met à distance par rapport à cette comparaison que tu peux faire avec le premier film. Et non, mais du coup, moi aussi, ce que je disais, c'est que c'est un vrai film de Denis Villeneuve parce que déjà tu retrouves toutes ces thématiques. C'est un film qui nous parle de la filiation, une fois de plus. C'était le cas dans Arrival. C'est le sujet du film. C'est le sujet du film, c'était le cas dans Arrival, c'était le cas dans Incendie, c'était même le cas en filigrane dans Sicario, vu que le personnage du Sicario justement qui revient pour tuer la famille de son ennemi parce qu'il s'est fait assassiner. Enfin, c'est toujours un truc qui est très très central chez Denis Villeneuve. Et puis Prisoners, voilà. Enfin du coup voilà, on est vraiment dans des thématiques qui sont chères à Denis Villeneuve, et c'est aussi pour moi un film qui est vraiment sur la solitude, c'est-à-dire qu'est-ce que ça fait d'être un type tout seul au monde aujourd'hui, et qu'est-ce que tu fais avec ta vie, parce que vraiment le personnage de Ryan Gosling qui se cherche désespérément de la compagnie avec sa femme virtuelle, qui à un moment donné se rend compte que quand il a cette histoire de fils de Descartes et de Rachel, il s'accroche à cette histoire alors qu'en fait ça lui donne un but en fait, hein. Voilà. Ouais, c'est un leurre qui se jette à lui-même, tout ça. Enfin, t'as vraiment un rapport à la solitude qui est que je trouve vraiment extraordinaire dans ce film là. Et enfin moi une des scènes plus marquantes, c'est quand on lui apprend que les souvenirs qu'il a sont des souvenirs qui ont vraiment été vécus, et c'est la première fois de tout le film qu'il a une réaction genre qui ne contrôle pas, parce qu'en fait il est dans le contrôle pendant tout le reste du film, puis là tu le sens vraiment exploser, t'as cette espèce de cri. Donc du coup, pour moi, c'est un film qui est peut-être plus terre à terre que le premier, parce que il est vraiment focalisé sur voilà, qu'est-ce que c'est que d'être tout seul au monde. Vraiment, t'as ce côté-là, et je trouve ça vraiment bien exploité dans ce film-là. Est-ce que c'est pas du coup le meilleur rôle de Ryan Gosling, c'est-à-dire il doit rien exprimer? Bah oui, mais alors en même temps, moi, Ryan Gosling, il y a un truc, on peut lui trouver toutes les qualités ou non-qualités du monde. Par contre, il y a un truc qu'on peut pas lui enlever, c'est que c'est un type, il fait des vrais choix de carrière d'acteur à l'ancienne, c'est-à-dire que le mec, il va pas se réfugier chez Marvel pour avoir son contrat de 12 films garantis sur 15 ans, machin. Il passe aussi bien d'une comédie à l'autre. Enfin, tu dis qu'il est pas expressif, Ryan Gosling, mais putain, The Wise Guys, les gars. Enfin, voilà, c'est vrai, c'est son je pense que vraiment c'est un acteur qui peut jouer plein de choses et qui fait des vrais choix. Alors parfois il fait des mauvais films, c'est pas la question, on s'en fout. Mais c'est que vraiment, moi je trouve ça admirable qu'aujourd'hui en 2017, où les Robert Downey Jr. ou les Chris Evans, qui sont des mecs géniaux, qui gâchent leur talent dans les productions à rallonge chez Marvel, qui sont toutes des copies les unes des autres, lui au moins il fait un vrai parcours d'acteur, et il fait des choix, des vrais choix d'acteurs et des vrais choix. Chris Evans, il a vraiment utilisé Marvel comme un tremplin, hein. Oui, mais lui il fait vraiment des choix artistiques, quoi. Donc ça on peut vraiment pas lui retirer à Ryan Gosling, quoi.
Moi, j'ai adoré Only God Forgives. Je sais que c'est pas une opinion super populaire, mais je cautionne tout à fait ce que t'es en train de dire, papa. On t'entend plus. Et quid alors de cette amourette, parce que moi, à mon avis, c'était peut-être le truc le plus intéressant en fait du film. C'est l'histoire d'amour qu'il entretient avec cette espèce de femme virtuelle. Cette espèce de Her qui était cachée dans le film en fait dans les 2h30, parce que je suis désolé, moi par contre c'était à des moments où il y avait piquage de nez évidemment. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Bah, moi, je la trouve très réussie, et pour le coup, moi, je trouvais que c'était vraiment le truc chouette du film, quoi. J'ai jeté un pavé dans la barre, j'ai trouvé ça vachement plus réussi que Her, où je m'étais fait un peu chier, parce que c'était un film qui était très 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 intellectualisé là-dedans, et alors que là, dans Blade Runner, c'est un film qui est très intellectualisé aussi, mais justement, c'est la partie la plus charnelle du truc, et pour une fois, j'ai cru à cette espèce d'histoire d'amour entre un homme, bon, c'est un répliquant, mais finalement au bout du compte ça change pas grand chose, et une intelligence artificielle, et justement ça participe au rapport de ce que je disais, c'est-à-dire que ce type là qui a conscience que sa vie est tellement vide qu'il a besoin de quelqu'un, et voilà, et moi la scène qui est extraordinaire, c'est quand il se rend compte que finalement sa femme ce n'était qu'un produit, c'est-à-dire que quand il rencontre l'hologramme géant de Joy qui l'interpelle et qui lui dit tout ça, est-ce que tu peux faire qu'est-ce que tu veux faire avec moi, tout ça, enfin vraiment t'as ce côté t'as tout ça qui se casse en fait, parce qu'à un moment donné il s'est vraiment passé quelque chose, enfin pour lui oui, mais est-ce que ça a vraiment comblé le vide qu'il avait en lui? Je pense pas. Mais il y a un côté cohérent aussi, avoir un répliquant qui finalement a une femme qui est une intelligence artificielle, parce que voilà, c'est tous les deux des produits, c'est tous les deux des machines entre guillemets, donc c'est vachement moins choquant qu'un humain qui justement aurait une relation avec une intelligence artificielle. En fait, ça tombe un peu sous le sens quelque part. En fait, c'est la principale différence. L'histoire en fait. Ouais, la principale différence, c'est qu'elle a pas d'enveloppe charnelle. Et là-dessus justement le passage où Joy fusionne avec l'autre personnage. D'ailleurs l'autre personnage, je sais même pas si elle a un nom, mais le personnage joué par Mackenzie Davis, c'est là où tu te rends compte que finalement pour un répliquant le côté intelligence artificielle n'est peut-être pas encore assez enfin même pour lui il a besoin d'un peu plus, et c'est ce qu'il trouve. La scène est extraordinaire d'ailleurs avec cette scène, mais cette scène est incroyable, la fusion des deux visages de beauté, ouais. C'est super bien fait. De sensualité, enfin c'est. Alors à la fois je la trouve super sensuelle et tout, et je trouvais qu'elle fonctionnait bien, et ensuite quand j'essayais de la décrire aux gens, je me dis j'ai l'impression que c'est Jim Carrey qui fait le sketch du mec qui s'embrasse tout seul en fait, avec toutes ses mains et à chaque fois qu'il bouge. Je trouve le film frise souvent parfois très proche du ridicule. Ah, je trouve pas du tout. Je suis pas du tout d'accord. Par contre, ce qui est vrai, et ça n'a rien à voir avec le ridicule, c'est que c'est un film que tu auras du mal à raconter à quelqu'un. Et parce que déjà, ne serait-ce que décrire ce qui se passe, voilà, résumer le pitch en quelques phrases, c'est dur déjà. Mais c'est un film qui se digère à mon avis. Et ça, c'est aussi une grande réussite, c'est que c'est un film. Quand on avait vu certains trailers où ils mettaient beaucoup d'emphase sur l'action, donc en fait ils ont montré les 2 minutes 40 d'action qu'il y a dans le film, en fait c'est pas du tout ça, enfin c'est vraiment un film qui se digère, qui est vraiment dans son propre cocon, dans sa propre bulle, et d'ailleurs il se gaufre au box-office, ce qui n'a absolument rien d'étonnant. Comme le film original. Mais quand tu vois la gueule du film, genre évidemment que ça va se gaufrer au box-office, mais vraiment il a ce côté, j'ai envie de dire, cette élégance, cette espèce de dommage par ratage, de pas s'amuser à travestir, voilà, essayer de faire les choses vraiment à sa façon, quoi. Et je le trouve pas du tout ridicule à aucun moment. Enfin moi j'ai eu du mal à rentrer dedans. Par contre il est pas drôle à un seul moment, ça c'est sûr. J'ai eu du mal à rentrer dedans, mais c'est peut-être aussi parce que je l'ai fait littéralement après une journée de classe et j'avais dormi 4 heures la veille, donc la première heure c'était un peu compliqué, mais en fait une fois que j'avais réussi à vaincre mon petit manque de sommeil, j'étais dedans jusqu'au bout, quoi. Et je suis pas d'accord une fois de plus, Daniel. Il y a quelques moments drôles, notamment les interactions entre Gosling et Ford. Les interactions entre K et Deckard. Il y a plein de passages drôles justement. Ouais. Alors moi j'ai l'impression de voir j'ai l'impression de voir Bakri qu'on a emmerdé et qui il a encore m'emmerder le jeune con. Quand il vide du whisky au sol pour le clébard, ou quand Gosling traverse le mur alors que le Ford vient d'ouvrir la porte. Enfin, tu vois, mais il y a plusieurs passages qui sont volontairement drôles, et ça tu peux pas le retirer au film, quoi. Et puis ça m'a pas vraiment fait marrer. Et puis même t'as ce côté aussi, ça fait 35 ans que Internet se déchire sur Deckard est-il un répliquant ou pas. Alors voilà, ça c'est mon principal grief.
moi, au contraire, moi, je trouve ça génial. Ah non, là, C'est les mecs, c'est que pour moi, Blade Runner, l'original, c'est un film de mystère. C'est un film où... Mais ils répondent pas à la question. Mais il répond pas à la question. Il répond pas, justement. presque. Mais non. Si. Mais non, pas du tout. Gosling lui dit, à propos du chien, il lui dit, est-ce que c'est un vrai ou pas? Et Harrison Ford le regarde, lui fait, je sais plus, il fait un truc genre d'après toi, ou, qu'est-ce que ça, enfin, il lui dit genre, on s'en fout de la réponse. Et c'est ça la seule réponse qu'apporte Blade Runner 2049. C'est la seule réponse, c'est, on s'en fout. On s'en fout. Et d'ailleurs, enfin, t'as jamais de réponse claire non plus sur Descartes. Donc, il peut avoir vie parce que c'est un humain, il peut avoir vie parce que c'est un répliquant. Tout le côté paternité, etc. Enfin, voilà, moi, tu mets les réponses. Pas du tout. T'as aucune réponse. T'as aucune réponse claire. Et le seul qui a une réponse, c'est Ryan Gosling, où t'as la meuf qui lui fait, ah, mais tu pensais que c'était toi? Genre 3 fois de suite, comme ça, tu pensais que c'était toi, mon pauvre bébé? Mais elle le dit pas 3 fois de suite. Elle le dit pas 3 fois de suite, ouais. Si, elle était genre, oh, mais genre méga affligée. Mais t'as vraiment dormi pendant le film, Daniel? Non, j'ai l'impression de pas avoir vu le même film que toi, c'est fou, quoi. Mais, oui, non, mais surtout, j'ai moins apprécié, quoi. Du coup, non, mais surtout, d'accord, elle lui dit ça et... Non, mais du coup, tu vois. Non, mais j'aimerais comprendre jusqu'où va ton point, en fait. Parce que là, je comprends pas où est-ce qu'il va aller. Non, lui, j'ai l'impression d'être un super ciné battle où les deux s'engueulent, là, c'est génial. non, mais pour les coups, je suis d'accord, ok. Mais lui obtient des réponses sur sa création, quoi. Enfin, alors que, enfin, je trouve c'est un truc qui, voilà, le problème, c'est que, pour moi, Blade Runner, il y a des gens qui n'aiment pas Blade Runner l'original. Pour moi, c'est un film très important. Et ça s'explique, pourquoi il y a des gens qui n'aiment pas le premier. Mais par contre, je veux bien entendre les gens qui me disent que c'est un film chiant, c'est un film qui demande une application particulière. Et pour moi, c'est pour ça que je dirais pas que c'est un film extraordinaire, mais par contre, c'est une œuvre d'art. Et celui-là, il arrive à être à se défaire un peu des griffes du studio pour être un peu le film de Denis Villeneuve. C'est sa plus grande qualité, quoi, en fait. C'est que il est pas complètement pourri par rapport aux enjeux qu'il y avait de faire une suite à Blade Runner. Mais je trouve au contraire même très réussi par rapport à ça. Enfin, je veux dire, moi je pense apprécier Blade Runner encore plus que toi. Enfin, c'est vraiment le film qui m'a construit. Oui, c'est le film en tant que tel. Non, ta quote, c'est le film qui t'a donné envie qui t'a fait aimer le cinéma. Ouais, c'est le film qui a construit en tant que cinéphile et voilà. Et du coup, je trouve vraiment cette suite-là a fait vraiment les choses pile comme il fallait. Et d'ailleurs, à tel point que par exemple le premier plan du film s'ouvre, c'est un œil qui s'ouvre comme dans le premier Blade Runner. Et genre mon premier réflexe c'était oh non. Et parce que genre je me suis dit c'est parti, on va avoir droit à des putains de gimmicks à la con, alors qu'en fait pas du tout. Et en fait si tu remets le truc en perspective, l'œil qui s'ouvre au début, eh bien en fait c'est l'œil de l'ingénieur en rêve qui se trouve être donc la fille d'Harrison Ford. Et en fait du coup à posteriori j'ai trouvé ce jeu génial entre on va te faire croire on va te faire croire ça, mais en fait ce plan là a pas du tout la valeur que t'estimes au moment où tu le vois. Et la valeur, c'est que la clé de l'intrigue t'est donnée dès le premier plan, en fait. Et t'as vraiment ce côté jeu avec l'attente du public et ce que veut vraiment raconter le film, quoi. Mais du coup, je vais m'adresser aux fans et vraiment 2 questions très précises. Qu'est-ce que tu penses du coup de Sean Young qui revient comme un espèce de transitionnel, et aussi le petit truc, les petits chevaux qui remplacent les origamis, et j'ai trouvé ça genre un peu poussif quand même. Non, alors Sean Young qui revient, c'est un message qui est adressé aux gens comme toi, Daniel, puisque finalement, parce que le message, je t'écoute. Le message de cette séquence-là, il est très clair lors du plan qui est extraordinaire, c'est que les gars, deal with it, il faut tuer les idoles. Et c'est vraiment littéralement le message de toute cette scène, parce que t'as ce plan d'Harrison Ford au premier plan, au milieu du cadre t'as Sean Young qui se fait abattre hyper froidement d'une balle dans la tête, derrière t'as et c'est vraiment ça, c'est-à-dire que les gars, oui, parce que toute la scène tourne autour de ça, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, le souvenir que vous entretenez avec Blade Runner, au bout d'un moment, les gars, il va falloir vous en défaire, c'est terminé, Blade Runner existe, ce film-là est là, et il faut passer à autre chose. Et vraiment, c'est un message, pour moi, très clair, justement, sur c'est la nostalgie et le fait que qu'il faut à un moment donné savoir passer outre pour voir les choses sous un nouvel angle. Et du coup, je trouve la scène extrêmement réussie. Et du coup, les nouveaux origamis de ce film, tu trouves pas que c'est un peu too much?
Les origamis, c'est un personnage particulier qui les faisait, et ce personnage, on le voit dans le film d'ailleurs, vieilli, et il en fait un d'origami. Moi, je trouve pas ça incohérent, que justement, ça ait inspiré Descartes à faire son propre truc, et lui, justement, il fait des petits animaux en bois. Et moi, c'est plus Charnel aussi, le bois. Voilà. Enfin, t'as vraiment un côté plus Charnel. Voilà, je trouve pas ça problématique. Il y a 2 points sur lesquels je voudrais revenir. Le premier, c'est que au final, le personnage de Jared Leto est toujours dans la nature, et donc du coup, ça laisse la porte ouverte à un Blade Runner 2050. Jared Leto qu'on ne voit pas trop dans le film, ce qui peut être considéré comme un point positif. Hein. Voilà, t'as failli dire qu'on ne voit pas assez, j'ai failli avoir très peur, mais effectivement, il est très en retrait. Évidemment, on aurait dû avoir Bowie à sa place dans le rôle, et ça aurait été, voilà, on l'aura pas. Salut David Bowie, le mec qui décommande les tournages comme ça, c'est insupportable. Quoi. Est-ce que Daniel, t'as pas vu Bowie en concert il y a 3 ans, non? Je sais pas. Mais voilà, bon, Leto est plutôt dans la retenue, et effectivement, comme le dit Daniel, c'est pas plus mal. Ouais, puis honnêtement, il gêne pas trop parce que on le voit que 2 scènes. Voilà. Non, oui, voilà, puis. Mais il a 2 scènes qui sont pas négligeables quand même. Hein. C'est des scènes importantes. Deux scènes très importantes, mais il en fait pas, il en fait pas trop. Pas des caisses. Voilà, ouais. Bon, donc. Il a pas ingénieur tatoué sur le front. C'est ça, c'est. Et je sais plus ce que c'était la deuxième scène dont je voulais parler. Ah si. Justement, le fait que la fille de Descartes soit hidden in plain sight, comme on dit, pas spécialement cachée, justement pour pas attirer les soupçons. J'ai trouvé ça quand même un peu chaud qu'à la fin, tu vois, elle est dans cette espèce d'immeuble. Je te dis, moi, mon bureau pour aller bosser, je passe plus de sécurité que Descartes doit en passer pour aller la rencontrer, alors qu'elle a l'air quand même un peu importante. Donc j'ai trouvé ça un peu limite, mais bon, c'est un point de détail, tu vois, c'est genre, elle est quand même vraiment pas du tout cachée, genre super abordable, super accessible, c'est quand même bizarre. En fait, ouais, disons que l'astuce, c'est que comme elle est même pas censée exister, en fait, on découvre qu'elle existe au début du film. Ouais. C'est-à-dire que t'as même pas de gens qui la cherchent avant le début du film, donc, bon, oui, c'est vrai que ça fait un peu léger, mais à la rigueur, bon, c'est pas spécialement. C'est un point de détail, hein, mais ouais, ça m'a un peu fait tiquer à la fin, genre, mais Descartes, il rentre dans l'immeuble et c'est bon, tranquille, parce que l'autre, il est flic, à la limite, ça va, on s'en fout, mais Descartes. Bon, bref, c'était tout, c'était mon petit grief, mais tu vois, c'est 3 fois rien, globalement, j'ai quand même beaucoup apprécié le film. Donc, vous recommandez tous les deux. Tout à fait. C'est un grand oui écoute, pour moi. Moi, je pense que c'est un film de SF qui ressemble à ce que tu peux t'attendre à un film de SF de Denis Villeneuve. Je veux dire, quand tu regardes Arrival, c'est à partir du moment où ça parle que de son sujet, c'est-à-dire de la xénolinguistique et tout ces... Voilà, c'est un film qui ressemble à son réalisateur, et ça, on peut pas nier que dans un monde où on formate, où les réalisateurs, justement, ils demandent plutôt des yes man pour faire des projets, que Ridley Scott, quand même, lui a l'a laissé faire ce qu'il voulait, quoi. Il lui a fait faire un film qui ressemble à du Denis Villeneuve qui refait de la SF, quoi. Oui, clairement. Ouais. D'ailleurs, Denis Villeneuve a bien confirmé que Ridley Scott n'était pas intervenu pendant le tournage, en fait. Ouais, donc, bon, il y a des photos où il est sur le tournage, et à mon avis, oui, non, il sûr. était là, genre, à faire... Non, mais... il est venu rendre visite, quoi. Ou passe mon argent. Non, mais a priori, il a pas fait son Prometheus, son Alien Covenant, voilà, quoi, c'est... Pour le coup, il a... Oui, on est très loin, quand même, des médicloriens et de tout ça. Bah, écoutez, les gars, j'ai hâte de vous entendre le classer quand vous serez dans les années 2017. Il va y avoir débat. Oui. Ça m'étonne pas qu'il se plante. Hein. C'est un film qu'il faudra revoir sur la longueur. Mais je pense, moi, j'ai déjà prévu de le revoir. Hein. C'est un film qu'il faut revoir, et surtout, qu'il faut digérer. C'est-à-dire que là, on en parle, on est à 2-3 jours en gros après l'avoir vu. Je suis pas sûr. Moi, si, le premier Blade Runner m'avait mis une claque monumentale dès le début, mais je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de gens qui soient rentrés si facilement que ça dans le premier. Voilà, c'est vraiment, il a cette espèce de côté. C'est un film qu'il faut mûrir, qu'il faut un peu. Et comme dit, moi, la première heure, j'avais vachement de mal à rentrer dedans. Et puis après, en fait, vraiment, j'ai accroché, puis je suis resté à la fin du film, je suis un peu interloqué, et voilà, c'est un film qui interpelle et qui est resté avec moi jusqu'à cet enregistrement, et généralement, c'est plutôt bon signe, quoi. Et je pense même que le premier est très difficile à vendre à un public actuel. Tous les gens qui n'avaient jamais vu le premier et qui, pour l'occasion, se sont dit, tiens, je vais regarder le premier. Il y a des chances que ça les ait dissuadés d'aller voir la suite, je pense, parce que ouais, je pense premier... aussi, ouais. Le premier est très dans son époque, a inventé tellement de trucs qui ensuite ont été plagiés et qui ont inspiré tellement d'autres films que t'as l'impression d'avoir déjà tout vu ailleurs. Et c'est ça le problème, c'est que c'est un film qui a été tellement important à son époque que voilà, il a été intégralement repompé. Et de nos jours, quand tu le vois, en fait, t'as un peu l'impression d'une coquille un peu vide, super belle, mais avec une histoire finalement peut-être un peu trop simplette.
qui n'a plus l'impact qu'il avait pu avoir à l'époque. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je le vois. Moi, j'ai eu la chance de le voir quand j'étais vraiment très jeune. Mais tu vois, que je l'ai montré à ma femme pour la première fois. Tu avais quel director's cut? Est-ce que à l'époque, je l'avais vu à la télé, donc je sais pas quel cut c'était, mais depuis. À l'époque, c'était la version cinéma européenne. Ouais. Mais depuis, quand même été saccagé dans ses différentes sorties, quoi. J'ai re-regardé, j'ai le Final Cut en DVD et du coup je l'ai regardé avec ma femme il y a 2 semaines parce qu'elle l'avait jamais vu et elle a eu vachement de mal à rentrer dedans et pour elle c'est un peu fait chier quoi et elle a dit que ouais elle voit pas où est le truc génial et en fait on en a discuté et c'est vrai que le principal problème c'est que quasiment tous les trucs qui sont vraiment bien dans Blade Runner, tous les trucs que Blade Runner a apporté, bah voilà, ça a été pillé à droite à gauche et donc du coup elle avait l'impression de rien voir de nouveau quoi. Sauf le parapluie qui éclaire, ça on l'a jamais revu. Je sais pas pourquoi. non mais c'était un film qui demandait un minimum de voilà qui déstabilisait qui déstabilise et qui demande un minimum d'implication pour rentrer dedans aussi et c'est aussi le cas de Blade Runner 2049 et je pense que c'est un film qui peut 2049 c'est vraiment un film qui peut avoir pas un statut comparable parce que je pense pas qu'on arrivera un jour à avoir un statut comparable mais qui risque de faire parler de lui dans les années qui viennent contrairement à tant d'autres qu'on a déjà oublié qui s'étaient sortis il y a 6 mois quoi. Mais il se plante vraiment au box-office le film parce que moi la salle était complète. Ouais. Après c'était le premier soir donc c'est peut-être pour ça. Après moi d'après ce que j'ai lu cet après-midi, ça a l'air d'être assez compliqué pour lui au box-office quoi. Mais bon. Vous m'avez traité d'abruti ? Oui. Je pratique les arts martiaux, judo, aikido, karaté. La première chose qu'on nous apprend, c'est le contrôle. Un type me traite d'abruti, je ne connais pas, je le regarde et je m'en vais. Mais bah tire-toi alors. Vous avez de la chance. Allez pour les chariots effilés. Vous avez de la chance. Gros connard. Vous avez de la chance. Fédé. After Eight est un titre trompeur parce qu'à la fin, on balance nos recommandations. Qui c'est qui veut commencer ? Bon, vas-y, papa, vas-y. Voilà, on a fait ça, Perron. Donc oui, bah moi, ma recommandation, c'est que je pallie au fait que Benjamin François c'est un très mauvais ami, puisque nous en avions parlé dans une émission ensemble il y a quelques temps. Quelqu'un de son entourage lui a offert les coffrets des 2 premières saisons du Bureau des légendes. Et je remercie, c'est un très chouette cadeau, j'ai juste toujours pas eu le temps de les regarder. Et qu'il ne les a toujours pas regardés, alors qu'entre temps il s'est tapé l'intégrale des comédies avec Dwayne Johnson. Des Fast and Furious aussi. Fast and Furious, donc faut quand même savoir qu'il a un sens des priorités qui est pas forcément, voilà. Donc si j'étais cet ami, je serais extrêmement vexé. Déjà, mais c'est compliqué. Bachir Etan ne parlant pas le français, il faut que je trouve des sous-titres anglais. Enfin, c'est compliqué. Mais du coup, bah moi j'ai en profité pour regarder et ben c'est vraiment très 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 bien. Enfin, comme je disais moi, le Bureau des légendes, quand j'entendais le titre, j'avais peur d'un truc fantastique, un peu pourri à la Buffy contre les vampires. C'était complètement gratuit. Ne vous énervez pas. J'apprécie l'attention. C'était extrêmement gratuit, mais ça fait toujours plaisir. Enfin bref, c'est un titre qui paraît vraiment curieux quand tu regardes l'extérieur, mais en fait, quand tu es dans la série, c'est parfaitement logique. Et au final, c'est vraiment très bien. Enfin, c'est une série d'espionnage en fait. C'est un peu entre guillemets, attention, toute proportion gardée, mais il y a vraiment un côté entre guillemets The Wire de l'espionnage, parce que en gros, l'espionnage aujourd'hui dans les séries télé américaines, c'est les trucs à la Homeland en fait. Donc avec ses qualités, mais ses défauts, avec on citera pas tous les défauts, mais vraiment t'as un côté un peu grand spectacle, un peu chiant. Oh, et toi là, t'as pas regardé Chuck? Non, j'ai pas regardé Chuck, mais Chuck, j'ai rien que le pitch, je sais que je vais détester, donc ça sert à rien que j'insiste, quoi. Mais là, vraiment, on est vraiment dans une série où c'est de l'espionnage brut, c'est-à-dire, c'est des mecs qui cherchent des petits détails, qui essaient de remonter des pistes de façon laborieuse, etc. Puis au bout d'un moment, tu te rends compte que un petit truc, à un moment donné, un petit rouage dans la machine, ça entraîne des conséquences, et tu as vraiment ce côté engrenage, ce côté laborieux, etc. Et en fait, c'est vraiment passionnant. Kassovitz est génial. Kassovitz c'est génial, et puis le déroulé des intrigues, des personnages, enfin vraiment j'étais épaté. Je regarde pas beaucoup de séries françaises, parce que moi les séries françaises j'étais resté à Maggie et les trucs comme ça, donc, et à Samantha Oops, et vraiment j'étais la saison on se l'est enfilé en quelques jours. Parce que on était poussé vers le truc, et c'est vraiment, je recommande vraiment chaudement le Bureau des légendes. Et il paraît qu'en plus là, la saison 1 c'est la moins bonne de toutes, donc j'étais vraiment hâte de découvrir la suite.
Bon, à toi, Benjamin, en sachant qu'on va offrir le DVD box de Jamais 2 sans toi. Ah non mais attends. Jamais 200 toi, c'était vachement bien. Je vais regarder Marley et moi, ou c'est quoi ton film de merde là que tu m'as obligé à voir là? Ah, c'est pas moi, c'est la liste qui C'est la liste, c'est ça. C'est la liste qui t'a dit voilà ce que tu dois avoir. Donc s'il te plaît, je donne assez Non, mais ma personne. Tu peux abandonner l'idée et à ce moment-là, il y a que moi qui vais le juger. Mais Marley et moi, quand papa en a parlé, c'est vrai que tout de suite, j'ai toujours l'affiche qui me revient où t'as l'impression que c'est la comédie gentillette avec Owen Wilson et Jennifer Aniston et un chien. Et en fait, il paraît que c'est super triste comme film. Donc, écoute, tu verras bien. Pas de spoiler. On en parlera dans le prochain Super Ciné Battle, je te le garantis. À toi, Ben. Ben moi, je vais parler d'un autre truc qui a fait pleurer des gens. Il s'agit de Cuphead. Cuphead qui est donc finalement enfin sorti. Excuse-moi, Dommage tout sage, papa. Dommage tout sage, c'est ça. Donc Cuphead, c'est le jeu qu'on attendait depuis 3 ans, qui est un run and gun qui à la base ne devait être qu'un boss rush avec une esthétique vieux cartoon des années 30 et sur ce point-là, c'est incontestablement réussi, c'est vraiment génial, visuellement c'est extraordinaire, il y a des petits détails partout dans les décors, les animations sont super, le design des personnages est vraiment merveilleux, les ennemis ont tous une gueule, des mimiques, une personnalité vraiment incroyable, l'ambiance sonore n'est pas en reste avec des musiques jazzy qui sont vraiment super chouettes, et honnêtement je suis sûr, d'ailleurs je crois avoir vu passer qu'il y a un vinyle qui est sorti avec toutes les musiques, mais jetez-vous dessus, c'est extraordinaire. Ouais, même pas $100. Ouais, alors bon, jetez-vous dessus si vous êtes un peu riche. Il y a aussi le MP3, enfin le truc qui est dispo. À moins cher. Bon, prenez les MP3 et puis prenez. De toute façon, si vous avez une platine vinyle, vous êtes un hipster, ça vous dérange pas de claquer $100 dans un disque. Bref, Cuphead, il est principalement le principal reproche qui lui est fait, c'est que c'est un jeu qui est difficile. Et c'est vrai, c'est un jeu qui est très difficile. C'est un jeu qui demande énormément d'implication, qui demande d'insister, d'apprendre les patterns des ennemis, déguiser c'est un peu ses le Blade réflexes. Runner 2049 du jeu de plateforme, j'ai envie de dire quelque part. Merci de dire Blade Runner et pas Dark Souls pour une fois. Et c'est un jeu, mais j'y venais, Daniel, mais c'est un jeu qui est extrêmement juste dans son approche parce que tu te bats contre le jeu, tu ne te bats pas contre la maniabilité. Oh non, donc pas comme dans Dark Souls. Pas sur Dark Souls. Mais t'as pas non. tort. Je suis obligé d'être du côté de Benjamin. Vraiment. Voilà. Oh non mais allez vous faire. Et Cuphead est un jeu qui n'est jamais injuste. Alors oui, des fois il y a des petits soucis où il y a un truc qui va arriver de derrière et quand tu le sais pas forcément la première fois, bon bah la deuxième fois tu fais attention. Mais voilà, honnêtement, j'ai jamais rencontré le moindre cas où je me suis dit putain c'est dégueulasse, le jeu triche contre moi. Non, c'est jamais ça. La maniabilité est parfaite. Il y a aucun problème de collision et voilà quoi. C'est un pur jeu de réflexe, c'est un pur trip. Et quand t'es dans la zone et quand tu traverses un niveau, alors il y a certains niveaux run and gun, donc il y a des niveaux qui sont uniquement des boss et il y a quelques niveaux où tu traverses des passages un peu plateforme. Quand t'es à fond dans le truc, que tu traverses ton niveau plateforme à coup de dash, que tu passes à travers les ennemis, que tu les exploses pile au bon moment, pile au bon endroit, putain mais t'as une satisfaction qui est incroyable. Et c'est évidemment un pur jeu de scoring parce que si tu le fais en ligne droite, c'est quelques heures et c'est torché. Mais si tu le fais de manière justement parfaite, si tu arrives à atteindre ce niveau de perfection où tu as une très bonne note à la fin, et ben c'est là que c'est le plus gratifiant en fait. Donc c'est vraiment un pur jeu de recherche de score. Et quand on aime le genre, et je comprends que des gens n'accrochent pas à ce genre-là, hein, c'est tout à fait possible, mais quand on aime le genre, c'est un bonheur. Voilà. Et ça coûte seulement 20 balles, donc vraiment, il y a vraiment aucune raison, quand on aime le genre, de se jeter dessus. Ouais, non, mais moi je l'ai fait, et aussi, et c'est vrai que je suis d'accord que, enfin, toute la polémique sur la difficulté du jeu, je trouve assez incroyable, parce que finalement, en fait, ce qu'on reproche au jeu, c'est qu'on meurt dans le premier niveau. Et que oui, bah c'est comme ça, et que finalement en fait si à un moment donné tu te concentres, t'arrives à dompter le truc, à voir ce qu'on attend de toi et surtout à comprendre à chaque fois pourquoi t'as crevé quoi. C'est vraiment ça le plus important, c'est que tu sens, et du coup t'as vraiment effectivement un grand sentiment de satisfaction parce que t'as battu un ennemi qui était coriace, mais t'as vraiment le sentiment de l'avoir battu à la régulière quoi. Et donc c'est des règles de jeu qui sont exigeantes, mais ça fonctionne plutôt bien, ouais. Et j'ai lu des articles qui disaient que Cuphead devrait avoir un mode facile qui te permette de faire tout le jeu du début à la fin. Et je suis vachement partagé là-dessus parce que d'un côté, je veux bien comprendre que quand on paye un jeu, on aimerait bien aller au bout. Mais d'un autre, pour moi, c'est pas l'école des fans, quoi. Si tu donnes pas ton meilleur, c'est normal que t'aies pas la satisfaction ultime.
moi, le souci que j'ai avec ça, c'est que le mode facile, il te l'accorde, mais qui te permet pas de finir le jeu. Je trouve ça un peu dommage, quoi. Enfin, c'est-à-dire que les gens qui ont commencé le jeu et qu'à un moment donné, sans les prévenir, parce que c'est aussi le problème, c'est que t'arrives aux 3/4 du jeu, on te prévient pas, on te dit là, tu peux plus continuer en facile. Je trouve ça un peu léger, quoi. Voilà. Alors, effectivement, on devrait te prévenir, ouais. On devrait te prévenir au début. Attention, si tu fais le jeu en facile, tu peux pas finir le jeu. Voilà. Le fait de pas prévenir, c'est un peu naze, ouais. Ça, je suis d'accord. Ça, c'est un peu naze. Voilà, ça pourrait être corrigé qu'un patch. En fait, il suffit pas grand chose, hein. Il suffit juste qu'il fasse un patch, voilà. Après, oui, moi, c'est, comme, enfin, j'ai déjà exprimé mon avis sur Twitter, c'est que un jeu qui a pas envie de s'adresser à tout le monde, les gars, voilà, le monde tourne pas autour de vous, c'est ce que j'ai envie de vous dire, quoi. C'est la volonté des développeurs. J'ai rien contre, tu vois, un Bayonetta qui propose un mode facile où tu peux finir le jeu juste en appuyant sur un bouton. J'ai aucun problème avec ça, hein. Honnêtement, si des développeurs veulent le proposer, c'est pas un souci. S'il y a des développeurs qui ont une approche différente et qui estiment que il faut que t'en chies un peu pour pouvoir accéder à la fin, c'est aussi une approche qui est tout à fait valable à mes yeux. Voilà, je suis d'accord, voilà. On n'a pas, enfin, il y a aucune obligation de plaire à tout le monde, que tout le monde finisse le jeu, que tout le monde blablabla. Enfin, voilà, s'il y a des jeux qui le font, des jeux qui le font pas, les gars, voilà, le monde tourne pas autour de vous. Et il y a YouTube, hein, pour les gens qui veulent pouvoir admirer le jeu sans avoir à le finir. Donc voilà, tout le monde est content. Daniel, à toi. De mon côté, je vais recommander, ça arrive une fois par trimestre, une comédie française. Oui, une fois par trimestre, il y a une comédie qui arrive à être drôle. Celle-là, c'est Coexister de Fabrice Eboué avec Ramzy Bedia, il y a Jonathan Cohen et Guillaume de Tonquénec et qui jouent, et ils font une espèce de parodie de tu sais, le groupe avec les prêtres qui chantent les classiques de la chanson française comme Florent Pagny, et ils ont fait ça mais avec un rabbin, un prêtre et un imam. Et c'est vraiment à se bidonner. Est-ce qu'il rentre dans un bar à un moment? C'est juste pour savoir. C'est ça. C'est très très mauvais esprit. Est-ce qu'il laisse des pièces en l'air et puis en fait, enfin bref. C'est très 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 mauvais esprit. C'est très proche de ce que fait Fabrice Eboué en général. Et je le recommanderais pas si c'était pas drôle, parce que putain, je vois pas assez de comédie drôle en ce moment. Donc ouais, vraiment, Coexister, ça sort là et c'est vraiment très réussi, quoi. Mais tant mieux, parce que c'est casse-gueule en plus comme sujet, donc si c'est réussi. Ah ouais, non. Ouais, voilà. Le truc, c'est que c'est quand même très mauvais esprit. Le rabbin, il se met à sniffer de la drogue. L'imam, il est imam à peu près comme papa, c'est-à-dire. Ça veut dire quoi, ça? Il bouffe du jambon et il baise. J'ai cru que t'allais dire, il portait des sandales avec des chaussettes en dessous, mais ça va. Non, ouais, donc et puis évidemment il y a des pédo jokes sur le prêtre. Enfin vraiment, c'est la totale, mais c'est vraiment très très réjouissant. Donc je vous recommande Coexister de Fabrice Eboué. Bon, c'est bientôt c'est la fin même. Où peut-on vous retrouver, les gars? Papa. Vas-y, papa. Eh ben écoute, sur Super CD Battle, un petit podcast, je sais pas si vous connaissez, mais que je vous recommande. On va bientôt finir les années 2000, donc les gars, faire chauffer les nouvelles listes. Moi je voulais écouter, mais on m'a dit c'était 2 connards, donc il fallait mieux pas. Ah bah oui, c'est 2 gros connards, hein. Mais bon, en même temps, c'est le prix de la vérité ultime. C'est comme ça, t'as pas le choix. Tu peux pas être un connard si tu ne fais pas... Voilà, c'est impossible. Sinon, sur Gamecult, où j'ai un test qui va arriver incessamment sous peu. Voilà. Et puis, c'est quoi, tu peux dire ou tu peux pas dire? Honnêtement, je sais pas, on m'a pas envoyé de NDA, donc j'ai aucune idée de si j'ai le droit d'en parler ou pas. Donc par acquis de conscience, je vais pas en parler, parce que voilà, vaut mieux le faire dans ce sens-là. Mais bon, voilà, c'est pas Call of Duty si c'est ça qui t'intéresse. Ta conscience te perdra. Exactement. Puis sur Twitter, @gkpluginbaby, sur Sens Critique, plugin papa, et voilà, c'est déjà pas mal. Et toi, Benjamin? À moi, oui, moi, KWYXZ Quicks sur Twitter, sur Instagram si vous voulez voir des photos de mon festival, et puis sinon, toujours After Eight. Est-ce qu'on va pas faire un Parle à mon Luc bientôt, les enfants? Il semblerait que le sondage a été lancé. D'ici la fin du mois, je pense qu'on aura un Parle à mon Luc. Peut-être donc, à proposer si les gens sont gentils. Pour les gens qui l'auraient loupé, y a un sondage qui est encore en cours sur le Twitter de Parle à mon Luc, pour savoir quel prochain film de Luc Besson on va s'infliger. Je pense qu'on devrait lancer un autre sondage pour dire est-ce que vous êtes vraiment sûr qu'on va se taper ça? Bon, en fait, il reste que 23 heures au sondage, donc le temps que cet épisode soit monté et diffusé, le sondage sera terminé.
On peut lâcher Donc, le suspense, hein, je pense. Pour l'instant, c'est Jeanne d'Arc. Moi, j'ai déjà reçu le DVD, les gars. Donc, écoutez, ça sera d'ici quelques semaines quand on aura eu le temps de se l'envoyer. Et voilà. Bah moi de passer au cash converter pour récupérer Jeanne d'Arc. Vous êtes sûr que c'était une si bonne idée cette émission? Je sais pas. Putain, moi j'ai voté Subway, il est dernier. Les gens veulent vraiment qu'on regarde parce que le deuxième c'est Arthur quoi. Putain, moi j'ai voté Arthur. Moi j'ai voté du mal. Moi j'ai voté pour Arthur et les mini merdes. Je voulais qu'on en finisse tout de suite. Ouais, mais il y en a 3 Daniel. Je lui dis à un moment il faut couper le membre quand qui se gangrène. Non mais tu sais qu'en plus Arthur et les mini merdes, le premier c'est de loin pas le pire. Hein. Ouais. Non mais voilà. C'est toi Daniel qui disais que le 2 et le 3 aux États-Unis ils étaient dans une version bizarre coupée. Ils sont pas sortis. Ils sont sortis en version assemblée parce que ça. Ah ouais super. Donc en gros je vais payer une fortune pour l'acheter en import quoi. Génial. C'est ça. Exactement. Mais si seulement t'avais des amis pour te l'acheter. Quelle belle idée d'émission. Oui, il va falloir qu'on fasse ça. Peut-être qu'avec un peu de chance en démat, je pourrais le trouver. Mais non, on va se débrouiller. La phrase rituelle, c'est donc vous pouvez retrouver After Eight sur le site after8.fr, sur tous vos applis de podcast dédiés. On vous remercie de nous soutenir, de parler de After Eight autour de vous, de mettre des étoiles pour les référencements, car vraiment ça aide à nos podcasts. Et puisque vous le mettez à After Eight, vous pouvez aussi en mettre un sur Parlement Luc, parce que ça fait aussi zizir. Et puisque tu parles des étoiles, je voudrais rappeler que les problèmes que les gens peuvent avoir à l'heure actuelle avec iTunes ou Windows ne sont pas de notre fait. Donc je vous invite à envoyer des messages à Apple pour leur dire de supporter le TLS version 1.2, puisque iTunes ou Windows a 10 ans de retard au niveau gestion de la cryptographie. Donc c'est pas bien du tout. J'ai moi-même ouvert un bug chez Apple, sachez-le. Je ne sais absolument pas si ça va aboutir à quelque chose, mais voilà. Plus on sera nombreux à leur faire remonter, plus ça fonctionnera vite. J'ai pas tout compris, mais je te crois sur parole. Voilà. On vous dit à bientôt pour notre prochain épisode et on vous embrasse très fort. Bisous, ciao à salut. tous. Derrière moi, parfois il y a des klaxons et des petits bruits urbains.
c'est parce que j'enregistre pas de chez moi. Je suis en ce moment dans le même pays que Benjamin François, mais sur la côte est. La Corée du Nord. Et... Quel con. et donc du coup, même au 24e étage où je suis, il y a quand même beaucoup de bruit de urbain. Rappelons que tu es dans la Trump Tower, hein. C'est ça. Non. Rappelons-le. Et non, pas du tout. Et s'il y a de l'écho, c'est à cause des murs en or, c'est réfléchissant. Voilà, exactement. C'est pas très bon pour l'acoustique.